Un dimanche à Polari Fashion Place. Je regarde Abby tournoyer dans sa nouvelle robe bleue. L'odeur des biscuits au beurre et le son du jazz sont des luxes rares pour un sergent d'état-major en permission comme moi. Le monde est parfait. La porte des toilettes vient de se fermer quand Abby me serre soudainement la main, ses ongles s'enfonçant profondément dans ma peau. « Maman, chut !» a-t-elle murmuré, les yeux écarquillés de terreur. À travers l'espace sous la porte, une paire de chaussures en cuir poli surdimensionné s'est déplacée lentement et s'est arrêtée juste devant nous. L'espace s'est figé. Mon instinct maternel a disparu, remplacé par un instinct de tueuse entraînée. Mon rythme cardiaque n'a pas augmenté, il a ralenti, glacial. J'ai repoussé Abby, ma main droite cherchant instinctivement l'arme à ma hanche. Même si elle n'a touché que le vide, l'odeur du danger était plus épaisse que celle du désinfectant. Une voix masculine basse a parlé froidement, rapportant par téléphone. Cible acquise. La fille de Maisie Barnes. Elle porte une robe bleue. Il nous chasse. Qui a vendu mon emploi du temps secret? Et pourquoi cette personne veut-elle voler la seule chose qui me garde humaine? J'ai senti l'oxygène disparaître de la petite cabine carrelée, ne laissant que le goût métallique de l'adrénaline et la piqûre chimique et vive de l'eau de Javel. Ce n'était pas un pervers de centre commercial au hasard, ni une âme perdue. C'était un coup professionnel contre ma réalité. J'ai senti ma mâchoire se bloquer, mes muscles faciaux se figer dans le masque que je portais pendant 3 missions en Irak, le visage d'une femme qui avait vu l'abîme et y avait survécu. Mes doigts, calleux après des années à manipuler du matériel lourd et à nettoyer le carbone des boulons de M4, ont saisi mon smartphone avec une immobilité mortelle. Je n'ai pas crié. Dans mon monde, crier est un gaspillage de souffle vital, c'est le son des vaincus. Au lieu de cela, j'ai agi avec le détachement froid d'un chasseur. Avec les mains fermes d'un tireur d'élite, j'ai mis le téléphone en mode vidéo et je l'ai abaissé vers le sol. À travers l'étroit espace sous la porte, l'écran a révélé un cauchemar en haute définition. Un pantalon en laine anthracite, des chaussettes en soie italienne, et le reflet d'un homme qui semblait appartenir à une salle de conseil d'administration du centre-ville de Columbus, pas à des toilettes pour femmes. Il a commencé à taper des doigts contre la porte métallique de la cabine, un son rythmique et moqueur qui a vibré dans mon âme. Toc, toc, toc. Abby, j'ai des bonbons pour toi, ma chérie, a-t-il murmuré. La douceur artificielle de sa voix m'a retourné l'estomac d'un dégoût viscéral. C'était le son d'un homme qui considérait ma fille de 8 ans comme rien de plus qu'une ligne sur une feuille de calcul à enjeux élevés. La collecte de renseignements était terminée. J'avais son visage, sa voix, et la confirmation de son intention mortelle. Maintenant, j'avais besoin d'un rapport de situation. Nous étions compromises, le périmètre était violé, et le seul chemin qui restait était une extraction tactique. J'ai regardé Abby. Je n'ai plus vu la petite fille qui aimait les paillettes et la danse, j'ai vu la fille d'un soldat. Je lui ai fait les signaux manuels silencieux que nous utilisions lors de nos jeux d'infiltration, à la base. Un doigt sur mes lèvres, silence. 2 doigts pointant vers la porte, bouge, reste basse. Elle a hoché la tête, sa petite poitrine se soulevant de sanglots silencieux et terrifiants. Mais elle n'a pas laissé échapper un seul hoquet. Elle a compris que maman ne jouait plus. J'ai attendu la seconde précise où il a tourné le dos au lavabo pour vérifier à nouveau son téléphone. C'était la fenêtre d'opportunité. Je me suis jeté vers la cabine vide à côté de nous et j'ai donné un coup de pied dans la porte métallique avec toute la force de mon entraînement au combat. Le bruit sourd a résonné dans les toilettes comme une charge d'effraction, brisant le silence prédateur. Et qui est là, ai-je aboyé, injectant une note calculée de panique civile dans ma voix pour masquer ma véritable intention. L'homme s'est jeté vers le sonduleur. Dans ce battement de cœur de distraction, j'ai pris Abby en bandoulière, j'ai ouvert notre porte et j'ai sprinté. Nous avons jailli de la sortie des toilettes comme des fantômes s'échappant d'un bâtiment en feu, nos pieds martelant le marbre poli du sol du centre commercial. Je ne me suis pas arrêté avant d'être englouti par la foule épaisse et inconsciente, devant le grand magasin Macy's. Nous étions en sécurité, pour 5 minutes. Mais le soldat en moi savait qu'une menace différée n'est pas une menace détruite. Je n'ai pas fui vers le parking, ce serait jouer son jeu. J'ai emmené Abby directement au bureau de la sécurité du centre commercial. Le chef de la sécurité, un homme corpulent, adossé à sa chaise avec un bretzel à moitié mangé sur son bureau, a regardé mes cheveux courts et mes mains rugueuses avec un sourire ennuyé et condescendant. Respirez, madame.
C'est probablement juste un type qui s'est perdu en cherchant la salle familiale, a-t-il dit, en me congédiant d'un geste de la main. Je n'ai pas gaspillé mon soufflant, s'il vous plaît. J'ai sorti ma carte d'identité militaire de mon portefeuille et je l'ai claquée sur son bureau avec une force qui a fait sauter sa canette de soda et a fait vibrer le bureau. Je suis le sergent d'état-major Barnes, de l'armée des États-Unis. Il y a un homme adulte qui traque actuellement un mineur dans les toilettes pour dames du 2e étage. Vous allez immédiatement récupérer les images de sécurité des toilettes. Ou j'appellerai le 911 et je vous signalerai pour obstruction à une enquête fédérale et pour avoir hébergé un prédateur. Me suis-je bien fait comprendre, sergent? La couleur a quitté son visage alors qu'il réalisait qu'il n'avait pas affaire à une femme au foyer hystérique. Il a vu le feu dans mes yeux, le genre de feu qui ne grandit que dans l'obscurité. Oui, madame. 10 minutes plus tard, les moniteurs ont clignoté. Nous avons regardé Brian Hartman se faire coincer par 2 officiers de la police de Columbus, près de la sortie nord. Il n'a pas lutté. Il a simplement ajusté sa cravate en soie, son visage un masque d'indifférence arrogante. Alors que les officiers l'emmenaient menotter, il m'a repéré, debout près de la fontaine, serrant la main d'Abby si fort qu'elle était blanche. Il a eu un sourire narquois, un sourire de pur venin non dilué. Il s'est penché vers l'officier qui l'arrêtait, mais ses yeux étaient rivés sur les miens, perçant la distance. « Je suis un détective privé en mission légale », a-t-il crié, sa voix résonnant dans l'atrium, attirant les regards de tous les acheteurs. Et elle, a-t-il pointé un doigt menotté vers moi, sa voix dégoulinant de mépris. Elle n'est pas une victime. C'est un animal sauvage en uniforme. Regardez-la, cheveux courts, mains rugueuses, sentant la graisse et la poudre à canon. Ce genre de femme ne sait pas être une mère. Je rends service à cette petite fille en l'éloignant d'une cinglée comme ça. Les mots m'ont semblé une gifle physique. Les acheteurs environnants, serrant leurs sacs de course et leurs gobelets Starbucks, ont commencé à chuchoter, leurs yeux scrutant mon apparence avec un jugement soudain et froid. Il n'essayait pas seulement de kidnapper ma fille, il essayait d'assassiner ma personnalité, mon service et mon âme même. Il pensait que son argent et son costume le rendaient supérieur à une veuve qui avait saigné pour ce pays. Il avait tort. C'était mon terrain, et j'allais le défendre jusqu'au bout. Si vous sentez le feu dans le cœur de Maisie en ce moment, si vous croyez qu'aucune mère ne devrait jamais être jugée pour l'uniforme qu'elle porte ou les sacrifices qu'elle fait pour sa famille, s'il vous plaît, montrez votre soutien. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour vous tenir à ses côtés, et dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà été jugé injustement pour qui vous êtes? Tapez simplement « Reste forte » ci-dessous si vous êtes prêt à voir Maisie se battre pour sa fille. Votre voix est sa force. Les lumières fluorescentes du commissariat de police de Columbus bourdonnaient d'une énergie stérile, qui me rappelait les nerfs comme du papier de verre. J'étais assise sur un banc en plastique dur, mon bras enroulé fermement autour d'Abby. Nous étions en sécurité, ou du moins c'est ce que disaient les papiers. Mais l'air dans cette pièce semblait lourd, contaminé par l'odeur persistante de vieux café et de désespoir. J'observais le couloir, mes yeux fixés sur la lourde porte en acier de la zone de traitement. Puis il est apparu. Brian Hartman ne portait plus de menottes. À ses côtés marchait un homme qui semblait sorti de la couverture d'une revue juridique, costume impeccable, mallette en cuir et un sourire qui coûtait 500 € de l'heure. C'était la carte, sortie de prison, des riches. L'avocat a chuchoté quelque chose au sergent de bureau. Un bref échange qui a transformé la raideur professionnelle de l'officier en un hochement de tête soumis. Hartman a ajusté sa cravate en soie, ses yeux balayant la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. Il n'avait pas l'air d'un homme qui venait d'être surpris en train de traquer un enfant. Il avait l'air d'un vainqueur. Il s'est dirigé vers la sortie, mais en passant devant notre banc, il a ralenti. Il s'est penché juste assez pour que je sente son eau de Cologne chère, un mélange de menthe et de quelque chose de métallique. Mon client est très préoccupé par la sécurité de sa petite fille, a dit Hartman, sa voix un ronronnement bas et huileux. Elle pense que l'environnement militaire est un peu trop grossier pour une jeune dame. Elle pense que vous souillez la fille avec de la poudre à canon. Il n'a pas attendu de réponse. Il a juste eu un sourire narquois et est sorti dans la fraîche nuit de l'Ohio. Elle. Mes ongles se sont enfoncés si profondément dans mes paumes que j'ai senti la peau se déchirer. Il n'y avait qu'une seule personne dans mon monde qui utilisait le mot « grossier » pour décrire ma vie. Margaret Louise Miller. Ma belle-mère. Une femme qui vivait derrière un mur de verre, fait de vieilles fortunes et de pédigrés de peur Arlington,
observant le reste du monde lutter, à travers un télescope de jugement. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti, mon cœur ratant un battement quand j'ai vu le nom sur l'écran, Mike, le frère cadet de mon défunt mari. Mais mon Dieu, je viens d'entendre. Est-ce qu'Abby va bien? La voix de Mike a éclaté dans le récepteur, essoufflée et frénétique. Trop frénétique. J'ai entendu dire qu'il y avait eu une situation à Polari. Je saute dans la voiture tout de suite pour venir vous chercher. Restez où vous êtes. Je me suis figé. Mes indicateurs de déception interne ont clignoté en rouge. Je n'avais pas appelé Mike. La police n'avait pas encore communiqué de nom à la presse. Nous étions dans ce poste depuis moins de 45 minutes. Comment savait-il que nous étions à Polari? Comment savait-il qu'il y avait eu une situation? L'inquiétude dans sa voix ne sonnait pas comme de l'amour, elle sonnait comme un scénario lu par un homme terrifié de manquer son signal. Comment le savais-tu, Mike, ai-je demandé, ma voix aussi plate et froide qu'une pierre tombale. Quelqu'un a posté quelque chose sur Facebook. Une femme en uniforme. J'ai juste eu un pressentiment, a-t-il balbutié, sa bravade s'effritant en un bégaiement faible et pathétique. J'ai fermé les yeux et soudain, je n'étais plus au poste de police. J'étais de retour au domaine Miller, à Thanksgiving dernier. La salle à manger était une mer de lin blanc, de porcelaine fine et d'argenterie qui avait été polie par des gens dont Margaret ne connaissait pas les noms. J'étais assise là, dans le seul uniforme de cérémonie que je possédais, arrivé directement de la base. Margaret était assise en bout de table, son collier de perles brillant comme des dents nues. Elle ne m'avait pas regardé une seule fois pendant la prière. Quand la dinde a été découpée, elle a enfin parlé, sa voix traversant le bourdonnement festif comme une lame de rasoir. Dieu a créé les femmes pour garder le feu dans la cuisine, mais pas pour porter un fusil dans la boue, avait-elle dit, ses yeux fixés sur mes mains calleuses. La mort de David, c'était le prix de ton orgueil. Tu as choisi une carrière plutôt que ton mari. Tu as choisi d'être un soldat plutôt qu'une épouse. Et regarde où ça l'a mené. Enterré à Arlington pendant que tu joues les héroïnes. Mike était assis juste à côté de moi. Il avait juste fixé sa soupe à la citrouille, les épaules voûtées, son silence un poids lourd et suffocant. Il ne m'a pas défendu. Il n'a pas regardé sa mère. Il a juste mangé sa soupe, pendant qu'elle démantelait mon âme devant toute la famille. Le général Patton a dit un jour que le courage moral est la caractéristique la plus absente chez les hommes. En regardant Mike ce soir-là, j'ai réalisé qu'il était l'incarnation vivante de ce vide. Maman. La voix d'Abby m'a ramené au présent. Elle me regardait, serrant son ours en peluche usé. Ses yeux cherchaient les miens pour un mensonge, pour un signe que tout allait bien. Qu'y a-t-il, ma chérie, ai-je murmuré, en lui caressant les cheveux. Ce méchant homme, celui dans les toilettes. Elle a hésité, sa voix tremblante. Il sentait comme la voiture d'oncle Mike. Comme la menthe et ses cigarettes qui sentent mauvais. Le monde a basculé sur son axe. Menthe et tabac. C'était l'odeur signature des hommes Miller. Mais Mike était le seul qui fumait encore ses clous de girofle importés. Un petit détail, aussi tranchant qu'un éclat de verre, a percé les mensonges. Hartman ne nous avait pas seulement suivis. Il était assis dans la voiture de Mike. Mon beau-frère n'avait pas seulement entendu parler de l'incident. Il avait aidé à le coordonner. J'ai regardé le téléphone dans ma main, brillant toujours des appels manqués de Mike. Le mur de verre commençait à se fissurer, et derrière, je pouvais voir les visages des gens que j'appelais autrefois ma famille. Ils ne venaient pas nous sauver. Ils venaient finir le travail. Je me suis levé, ma résolution se transformant en un bloc de glace noire. La chasse était loin d'être terminée. Mais maintenant, je savais exactement qui étaient les loups. Mike a fait irruption dans le commissariat, comme un homme auditionnant pour le rôle d'un héros dans un feuilleton à bas budget. La sueur perlait sur son front, et sa respiration était saccadée, assez forte pour résonner dans le hall stérile. Mais Abby, Dieu merci, vous êtes en sécurité, s'est-il exclamé, sa voix se brisant d'une énergie frénétique qui semblait entièrement fabriquée. Il s'était lancé, les bras ouverts, comme pour envelopper Abby dans une grande étreinte protectrice. Je n'ai pas réfléchi, j'ai agi. Je me suis mise sur son chemin, mon corps devenant un mur solide de muscles et d'os militaires. J'ai tiré Abby derrière moi, ma main reposant fermement sur son épaule, mes yeux rivés sur ceux de Mike.
Dans l'armée, nous sommes entraînés à rechercher les indicateurs de tromperie, les signes subtils que le corps donne quand l'esprit ment. Je les ai tous vus. Ses pupilles étaient dilatées, signe d'un pic d'adrénaline massif, né de la peur, pas de l'amour. Ses mains tremblaient, et il évitait ostensiblement mon regard, regardant plutôt les carreaux du sol ou le distributeur automatique dans le coin. « Comment es-tu arrivé si vite, Mike ?» ai-je demandé. Ma voix était un électrocardiogramme plat, dépourvu de la chaleur qui l'attendait. J'ai juste eu un pressentiment, a-t-il balbutié, ses lèvres se tordant en un sourire tordu et maladif. Appelle ça un sixième sens. J'étais tellement inquiet. Un pressentiment, ou une notification de Brian Hartman, disant que le plan avait mal tourné. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai juste regardé se tortiller sous le poids de mon silence. L'acte du bon oncle échouait, et la puanteur de sa culpabilité était plus forte que l'eau de Cologne bon marché qu'il utilisait pour masquer ses cigarettes au clou de girofle. J'ai dit à Mike de nous ramener à la maison pour que je puisse récupérer ma propre voiture. Le trajet jusqu'à ma petite maison de banlieue était suffocant. Mike a essayé de combler le silence avec des bavardages insipides, sur le match local des Buckeyes et sur le fait que le monde devenait de plus en plus dangereux. J'étais assise sur le siège passager, une observatrice silencieuse dans ma propre vie, pratiquant l'art de la contre-surveillance. Quand nous sommes arrivés dans mon allée, Mike a sauté pour ouvrir le portail. En bougeant, le bas de son manteau de laine coûteux s'est accroché à la ceinture de sécurité. Un petit bout de papier jaune a volé de sa poche et a atterri sur le tapis de sol. Je me suis penché et je l'ai attrapé avant qu'il ne puisse se retourner. Ce n'était pas un ticket de caisse. C'était une confirmation de virement bancaire d'une agence Chase locale. Le destinataire, Hartman Investigative Service. Le montant, 5 000 €. La ligne de mémo, Projet Polari, à compte initial. Mon monde ne s'est pas seulement effondré, il s'est transformé en cendres. 5 000 €. C'était le prix de la sécurité de ma fille. Mon propre beau-frère avait payé un prédateur pour nous traquer dans des toilettes publiques. Il avait vendu la femme qui avait porté le cercueil de son frère, pour 5 000 pièces d'argent. J'ai glissé le papier dans ma poche, mon cœur se transformant en un bloc de glace noire. Tout va bien, Maisie, a demandé Mike, en se penchant de nouveau dans la voiture, son visage un masque de fausse inquiétude. Très bien, ai-je répondu, ma voix aussi tranchante qu'une baïonnette. Juste fatigué. À l'intérieur de la maison, la trahison a pris des jambes. Je me suis souvenu de la semaine précédente, quand Mike avait insisté pour avoir un double des clés, pour arroser les plantes cantues et de garde de nuit, serait, avait-il dit avec ce sourire de gamin digne de confiance. Je l'avais cru. J'avais laissé le cheval de Troie franchir mes portes. J'ai laissé Abby dans la cuisine avec son carnet de dessin et je suis allé directement au salon. J'ai commencé une inspection systématique de la maison, à la recherche de tout ce qui n'y avait pas sa place. Mes yeux se sont posés sur la cheminée, plus précisément sur la photo de mariage encadrée de David et moi. C'était notre préféré. David dans son uniforme de cérémonie, moi dans ma robe blanche, tous deux ayant l'air d'avoir le monde entier à nos pieds. J'ai incliné le cadre. Collé au dos, caché derrière la vitre qui contenait notre souvenir le plus sacré, se trouvait un petit appareil noir. Un micro à gain élevé. Une petite lumière rouge clignotait une fois toutes les 5 secondes. Un œil numérique observant mon deuil, enregistrant mes conversations privées avec ma fille, et les transmettant directement à Margaret Miller. Il n'arrosait pas mes plantes, il récoltait ma vie. Il avait transformé notre sanctuaire, le seul endroit où Abby se sentait vraiment en sécurité, en une cage de verre pour l'amusement malsain de sa mère. La violation m'a semblé plus physique que la traque au centre commercial. C'était un viol de ma vie privée, une profanation de la mémoire de David. Un instant plus tard, Mike est entré dans le salon avec une boîte de pizza pepperoni fumante, de la pizzeria du coin. J'ai pris la croûte fine KBM, a-t-il dit, son sourire innocent et cruel. Je pensais qu'on pourrait passer une soirée normale. Je me tenais au centre de la pièce. Dans ma main gauche, je tenais le reçu de 5 000 €. Dans ma droite, le micro noir. Je ne l'ai pas regardé comme une belle-sœur. Je l'ai regardé comme un commandant regarde un traître pris dans le barbelé. Le mépris m'est monté à la gorge, amer comme de la bile. Une soirée normale, Mike, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure, mais assez forte pour commander l'air de la pièce. J'ai levé le micro, la lumière rouge se reflétant dans mes yeux froids et durs.
C'est ce que ta mère appelle normal? La boîte de pizza a glissé de ses mains, heurtant le sol avec un bruit sourd. L'odeur de fromage fondu et de sauce tomate a rempli l'air. Un contraste écœurant avec la guerre qui venait d'être déclarée dans mon salon. Cette nuit était loin d'être terminée. Et Mike Miller était sur le point de découvrir exactement ce qui se passe quand on trahit un soldat. Si votre cœur bat la chamade de rage aux côtés de Maisie en ce moment, si vous croyez que la maison d'une mère devrait être un sanctuaire sacré, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » pour vous tenir à ses côtés. Nous voulons vous entendre. Avez-vous déjà fait face à une trahison aussi profonde? Partagez votre force en tapant « Reste forte » dans les commentaires ci-dessous. Votre interaction aide plus de gens à trouver l'histoire de Maisie et à se joindre à son combat pour la justice. Montrons à cette famille qu'ils se sont attaqués à la mauvaise mère. L'air dans la salle d'interrogatoire du commissariat était épais de l'odeur de cire à parquet, et du bourdonnement bas et incessant d'un climatiseur cassé. Le détective, un homme aux yeux fatigués et à la cravate tachée, a posé une mallette en cuir noir sur la table en bois rayé. Elle avait été récupérée dans le SUV de Brian Hartman. À l'intérieur, niché entre du matériel de surveillance haut de gamme, se trouvait un épais dossier bleu céruléen. Il était étiqueté d'une écriture calligraphique soignée que j'ai reconnue instantanément, projet de reconstruction de cible. Mes doigts ont tremblé alors que j'ouvrais la couverture. Je m'attendais à des photos du centre commercial, ou peut-être de notre maison. Je ne m'attendais pas à voir une image fixe en noir et blanc, granuleuse, extraite d'une caméra de sécurité d'hôpital, datée d'il y a 8 ans. C'était le jour où j'ai donné naissance à Abby. Sur la photo, j'étais pâle, épuisé, serrant ma fille nouveau-née, tandis que David se tenait à mes côtés, rayonnant d'une fierté qui aurait pu éclairer un stade. Sous la photo, de l'écriture élégante de ma belle-mère, se trouvait une note écrite à l'encre de stylo plume, l'erreur a commencé ce jour-là. Nécessite une correction. Une vague de nausée m'a frappé si fort que j'ai dû m'agripper au bord de la table. Margaret ne voyait pas la naissance de sa petite fille comme un miracle. Elle voyait le fait qu'Abby soit née de moi ou une fille d'un quartier populaire, une femme qui portait des bottes de combat au lieu de perles comme une erreur systémique, un bug dans la lignée Miller. J'ai tourné la page, et la violation physique a continué. Il y avait des centaines de photos. Ils nous surveillaient depuis 6 mois. J'ai vu une photo de moi, effondré sur le canapé de notre salon, portant toujours mon treillis couvert de boue après un exercice de terrain de 48 heures. Mon visage était couvert de graisse de camouflage, mes yeux fermés dans un sommeil de pur épuisement. À côté de moi, Abby était assise sur le tapis, construisant tranquillement un château en Lego. La légende dactylographiée de Hartman en dessous était une frappe chirurgicale à mon âme. Sujet en état de fatigue extrême, incapable d'interagir avec l'enfant. Environnement de négligence. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine, une fureur juste et brûlante. Ils ont pris mon sacrifice, les jours que j'ai passés dans la boue et la pluie pour que ma fille puisse dormir dans une maison sûre, et ils l'ont transformé en un crime. Ils ont vu mon service comme un échec de la maternité. La photo suivante nous montrait au drive-in du McDonald's, un vendredi soir. Je riais, entendant un Happy Meal à Abby. Je me suis souvenu de cette nuit, nous fêtions son bulletin scolaire parfait. La légende disait, normes nutritionnelles médiocres. Abus routinier de malbouffe pour compenser l'absence maternelle. Chaque câlin, chaque repas, chaque sourire fatigué que j'avais jamais donné à ma fille avait été documenté, analysé et militarisé. Il ne cherchait pas une mère, il cherchait une raison de m'effacer. Mais la véritable horreur se trouvait à la fin du dossier. C'était un contrat pré-rempli et non signé pour la St. Michael's Military Boarding Academy, en Virginie, à 800 miles de là. Attachée à celui-ci se trouvait une lettre personnelle de Margaret au directeur. Ma petite fille a été infectée par les habitudes vulgaires et la grossièreté des classes inférieures, par sa mère, lisait la lettre. J'exige la discipline la plus stricte de l'école pour la laver, pour la transformer en une vraie dame Miller. Je veux que toutes les traces de cette femme soient enlevées de son esprit. Elle ne voulait pas élever Abby, elle voulait la reprogrammer. Elle voulait expédier une fillette de 8 ans à travers les États, dans un lieu de discipline de fer, juste pour contrarier la femme que son fils avait aimée. C'était un plan de kidnapping psychologique. Le document final était une feuille de calcul financière. Margaret avait listé mon salaire de sergent, mon allocation logement et mon modeste compte d'épargne. À côté, elle avait listé le fonds fiduciaire de la famille Miller, les biens immobiliers et son propre héritage à 7 chiffres.
La conclusion était surlignée d'un rouge sanglant et violent, le sujet manque de capacité financière pour fournir un style de vie standard. Recommandé d'utiliser un levier économique pour forcer une reddition immédiate des droits parentaux. Elle pensait que mon amour avait un prix. Elle pensait que parce qu'elle avait plus de 0 sur son compte en banque, elle possédait les droits sur le cœur de ma fille. Elle considérait ma maternité comme une transaction commerciale, un accord commercial qu'elle pouvait conclure avec assez de pression. J'ai fermé le dossier. Le carton bleu me semblait du plomb entre les mains. La bile m'est montée à la gorge, amère et acide. Ce n'était pas l'inquiétude d'une grand-mère, c'était un arrêt de mort pour la seule famille qui me restait. J'ai réalisé alors que je ne menais pas seulement une bataille juridique. Je combattais un monstre qui croyait que l'argent était Dieu, et que mon uniforme était un insigne d'infériorité. Margaret Miller avait passé 6 mois à documenter mes échecs. Maintenant, elle allait découvrir exactement ce que fait une femme, grossière des classes inférieures, quand on essaie de lui prendre son enfant. J'ai jeté le micro à gain élevé et le reçu de virement jaune sur la table basse. Le petit appareil noir et le papier froissé ont atterri avec un bruit sec et creux, juste à côté de la boîte de pizza pepperoni qui refroidissait déjà dans l'air stagnant du salon. C'était le son du marteau d'un juge s'abattant dans une salle d'audience silencieuse. Mike a sursauté, comme si j'avais tiré un coup de semonce au-dessus de sa tête. Le sang a quitté son visage instantanément, laissant sa peau d'un gris translucide et maladif. Mais je peux t'expliquer, a-t-il balbutié, sa voix fine et suintant le désespoir. J'ai levé la main, un mouvement sec et horizontal qui a fendu l'air entre nous. C'était un geste de commandement absolu, du genre que j'utilisais sur le champ de tir pour arrêter une ligne de tir. La bouche de Mike s'est refermée d'un coup sec. Tu n'expliqueras rien du tout, Mike, ai-je dit. Je n'ai pas crié, je n'en avais pas besoin. Ma voix était une vibration basse et résonnante, assez froide pour givrer les fenêtres. Tu vas avouer. Assieds-toi. J'ai montré le fauteuil en face de moi. Je suis resté parfaitement immobile, les pieds écartés à la largeur des épaules, les mains jointes lâchement dans le dos. Dans l'armée, on appelle ça la présence de commandement. J'ai laissé le silence s'étirer, lourd et suffocant, jusqu'à ce que le seul son dans la pièce soit le rythme irrégulier et saccadé de la respiration de Mike. Il s'est assis lentement, son corps se recroquevilla, rétrécissant jusqu'à ressembler à un petit enfant effrayé, pris dans un mensonge dont il ne pouvait pas se sortir. Pourquoi, ai-je demandé. Un seul mot, une seule syllabe qui exigeait des comptes pour son âme. Mike a baissé la tête, et le premier sanglot s'est échappé de lui, un son faible et pathétique. Des larmes ont commencé à tracer des sillons dans la barbe de ses joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de remords, c'étaient les larmes d'un lâche acculé. Maman a dit. Elle a dit que tu n'étais pas stable, mais a-t-il sangloté, sa voix tremblante alors qu'il essayait de s'envelopper dans la couverture de la manipulation de sa mère. Elle m'a dit que ton travail était trop dangereux. Elle a dit que si tu mourais dans un désert à l'autre bout du monde, Abby se retrouverait sans rien. Elle m'a dit qu'elle voulait juste ce qu'il y avait de mieux pour la fille. J'ai senti un rire froid et saccadé monter dans ma gorge, mais je ne l'ai pas laissé sortir. Je l'ai juste regardé avec un mépris pur et non dilué. Ce qu'il y a de mieux pour elle, Mike? Engager un homme pour traquer une fillette de 8 ans dans des toilettes publiques? C'est ce que tu appelles le mieux? Ou était-ce le plan de l'expédier dans un internat à 800 miles de là? Où elle ne se souviendrait plus du son de ma voix? Es-tu un idiot fini, ou juste un putain de sociopathe? Je me suis approché, me penchant jusqu'à être à quelques centimètres de son visage, le forçant à sentir la poudre à canon et la crasse que Margaret méprisait tant. J'avais besoin de briser l'illusion qu'il avait construite pour protéger son ego fragile. J'avais besoin qu'il voie la saleté qu'il avait laissée entrer dans ma maison. Je l'ai fait pour David, a soudainement gémi Mike, sa voix s'élevant en une supplication désespérée et aiguë. Il voulait que je protège cette famille. Il aurait compris. C'était le point de rupture. La mention du nom de mon mari, sortant de sa bouche, m'a semblé une violation physique. Je me suis levé brusquement, je suis allé à la cheminée, et j'ai arraché la photo encadrée de David dans son uniforme de cérémonie de capitaine. Je ne l'ai pas posée, je l'ai plantée directement dans le champ de vision de Mike, à quelques centimètres de ses yeux larmoyants. Ne prononce plus jamais son nom avec cette bouche immonde, ai-je sifflé, mes mots aussi tranchants qu'une baïonnette. David est mort en protégeant les libertés que tu utilises pour espionner sa veuve. Il est mort pour l'honneur, pour la loyauté.
Penses-tu qu'il serait fier de toi en ce moment, Mike? Penses-tu qu'il regarderait son petit frère et verrait un homme? Si David était debout dans cette pièce, il ne t'expliquerait pas les choses. Il te jetterait dehors de cette maison, à main nue. Mike s'est effondré. Il a mis son visage dans ses mains et a commencé à pleurer de façon incontrôlable, ses épaules secouées par le poids de sa propre insignifiance. L'image de son frère héros a été le coup final qui a écrasé ses défenses restantes. Dis-moi la vérité, Mike. Toute la vérité. Avant que j'appelle la police militaire et qu'il te traîne hors d'ici devant Abby. À travers les sanglots haletants, la vérité lait des nues a finalement coulé. Elle a promis. Elle a promis que si je l'aidais à obtenir la garde exclusive, elle me donnerait le contrôle du fonds fiduciaire d'Abby. Je suis dans le pétrin. Mais je dois plus de 50 000 € à un site de jeux d'argent offshore. Il menaçait de venir au bureau. J'avais besoin de l'argent. J'avais juste besoin de l'argent. Je suis resté figé, le silence dans la pièce soudain assourdissant. 50 000 €. C'était le prix du cœur d'une mère. Ma belle-mère n'avait pas seulement utilisé la faiblesse de Mike, elle l'avait acheté. Elle avait transformé ma propre famille en une force mercenaire pour voler l'avenir de ma fille, afin qu'elle puisse rembourser les dettes de jeu d'un lâche. Une vague de dégoût viscéral m'a submergé, plus forte que toute la peur que j'avais ressentie au centre commercial. Cette famille n'était pas seulement brisée, c'était un cadavre en décomposition. Margaret Miller avait dépensé 50 000 € pour acheter la trahison d'un fils. Et Mike avait vendu son âme pour une pile de jetons de poker numérique. J'ai regardé Mike, reculant comme devant un serpent venimeux. Sors, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Prends ta pizza et tes mensonges et sors de ma maison, avant que je ne perde le peu de pitié qu'il me reste. Mike n'a pas discuté. Il s'est relevé en se précipitant, trébuchant sur la boîte de pizza, et a fui dans la nuit. Je suis resté seul, au centre de mon sanctuaire violet, serrant la photo de David contre ma poitrine. La première bataille était terminée. Mais la guerre pour Abby ne faisait que commencer. Le soleil du matin a rampé à travers les stores du bureau du shérif du comté, projetant de longues ombres barrées sur le sol, qui ressemblaient à une cage. J'étais déjà là, assis sur une chaise en bois, la colonne vertébrale droite comme une baïonnette. Je ne portais pas de vêtements civils aujourd'hui. J'étais en uniforme de cérémonie de classe A. Le tissu était impeccable, les plis assez nets pour couper, et les médailles sur ma poitrine brillaient du poids de chaque sacrifice que David et moi avions jamais fait. Puis la porte s'est ouverte, et l'air de la pièce est mort. Margaret Louise Miller n'est pas entrée, elle a fait une entrée. Elle était drapée dans un tailleur Chanel, de la couleur d'une tempête d'hiver, un collier de perles à plusieurs rangs reposant contre sa gorge comme un joug poli. Elle se déplaçait comme si elle possédait l'air même que nous respirions, suivie de près par un homme en costume à 3 000 €, un avocat connu à Columbus comme le requin, pour sa capacité à faire disparaître la vérité. Elle ne m'a pas regardé. Pour Margaret, je n'étais qu'un meuble, un débris de classe inférieure à balayer. Elle s'est assise, a croisé les jambes avec un bruissement de soie coûteuse, et a regardé directement le shérif. Shérif Thompson, a-t-elle commencé, sa voix une mélodie étudiée d'inquiétude de la classe supérieure. Je suis ici pour exiger la libération immédiate de mon enquêteur, et pour déposer une plainte formelle. Ma belle-fille. Elle a fait un geste de la main manucurée dans ma direction sans tourner la tête, a utilisé l'intimidation physique pour menacer mon fils la nuit dernière. C'est une femme violente, shérif, un produit de son environnement. Elle retournait le scénario. Elle transformait ma défense de ma maison en un acte de brutalité. Je ne suis qu'une grand-mère inquiète, a poursuivi Margaret, sa voix tremblante d'un trémolo bien répété. Ma petite fille vit dans un appartement exigu qui pue la poudre à canon et la sueur. Sa mère est partie pendant des semaines, à jouer aux soldats dans un désert perdu. Abby a besoin de stabilité, de culture, de classe. Elle s'est penchée en avant, le diamant à son doigt attrapant la lumière et brillant comme un phare d'avertissement. Maisy détruit la lignée Miller avec sa grossièreté. Je suis prête à payer tout ce qu'il faudra pour sauver cette petite fille de cette vie. Je n'aurai pas ma petite fille élevée par une femme qui pense qu'un fusil est un substitut à une âme. Je me suis levé. Je n'avais pas besoin d'un micro pour commander la pièce. Ma voix venait de mes bottes, profonde et résonnante, la voix d'une sous-officier qui avait mené des hommes à travers l'enfer. Vous parlez de grossièreté, Madame Miller, ai-je demandé.
Le shérif, un ancien marine aux cheveux argentés et aux yeux de silex, s'est adossé et a croisé les bras, faisant taire la tentative d'interruption de l'avocat d'un seul regard sec. La grossièreté. C'est d'engager un inconnu pour se cacher dans des toilettes et observer sa petite fille à travers l'espace d'une porte de cabine, ai-je dit, mes mots tombant comme de l'artillerie lourde. La grossièreté, c'est d'utiliser 50 000 € pour acheter l'âme de son propre fils, afin qu'il trahisse la mémoire de son frère. Vous avez l'argent? Le manoir et les perles. Mais vous êtes moralement en faillite. Vous pensez que vous sauvez Abby. Vous essayez d'acheter un être humain pour combler l'espace vide où votre cœur devrait être. Le visage de Margaret s'est crispé, la peau se tendant sur ses pommettes jusqu'à ce qu'elle ressemble à un masque de porcelaine. La classe, c'est quelque chose avec lequel on est, Maisie. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut gagner avec quelques morceaux de fer blanc sur la poitrine. Ces morceaux de fer blanc, ai-je dit, en montrant mes médailles, ont été gagnés dans l'arène. Ils ont été gagnés avec du sang, de la sueur et le genre de courage que vous ne pourriez pas imaginer dans vos pires cauchemars. Teddy Roosevelt a parlé de l'homme qui est réellement dans l'arène, dont le visage est marqué par la poussière et la sueur. C'est moi. J'ai été dans l'arène pour mon pays, et je suis dans l'arène pour ma fille. Vous n'êtes qu'une spectatrice en tailleur Chanel, jetant des pierres depuis les gradins. La pièce est devenue silencieuse, si silencieuse que je pouvais entendre l'horloge au mur égrener les secondes du règne de Margaret. La porte s'est de nouveau ouverte. Une assistante sociale est entrée, tenant la main d'Abby. C'était le moment sur lequel j'avais tout misé. J'avais insisté pour qu'Abby parle pour elle-même. Les yeux de Margaret se sont illuminés d'une lueur prédatrice. Elle s'est levée, étendant les bras. Abby, ma chérie, viens voir grand-mère. On va aller chercher une glace, et puis on regardera ta nouvelle chambre à l'académie. Elle a vu sur les jardins. Abby s'est arrêtée. Elle a regardé la grand-mère qui lui offrait des jardins et des glaces. Et puis elle m'a regardé, moi, sa mère, debout dans un uniforme qui sentait l'amidon et le devoir. Abby n'a pas couru vers les perles. Elle s'est reculée, se blottissant derrière ma jambe, sa petite main agrippant mon pantalon si fort que ses articulations sont devenues blanches. Non, a dit Abby. Sa voix était petite, mais elle a traversé la façade polie de Margaret comme un diamant à travers du verre. Grand-mère, tu as fait pleurer oncle Mike. Tu as rendu maman triste. Je ne veux pas aller dans une école avec un jardin. Je veux rester dans ma maison. Je veux ma maman. Margaret est restée figée, les bras toujours ouverts dans une parodie grotesque d'un câlin. Pour la première fois de sa vie, son argent ne valait rien. Son pouvoir était une coquille vide. Sa belle-fille, de classe inférieure, avait quelque chose que tous les millions des milliards ne pourraient jamais acheter, l'amour inconditionnel d'un enfant. Si vous avez ressenti la puissance de la voix d'Abby à l'instant, si vous croyez que l'amour d'une mère vaut plus que tout l'or du monde, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime ». C'est le moment pour lequel Maisie s'est battue, et elle a besoin de savoir que vous êtes à ses côtés. Dites-nous dans les commentaires, que diriez-vous à quelqu'un qui a essayé d'acheter votre famille? Tapez « Justice » ci-dessous si vous encouragez Maisie et Abby en ce moment. Votre voix rend cette victoire encore plus forte. Le coup final du marteau du juge n'a pas retenti avec le triomphe tonitruant que j'avais attendu. Au lieu de cela, ce fut un bruit sourd et en bois qui a signalé la fin de ma vie telle que je la connaissais. Le palais de justice du comté de Franklin ressemblait à un tombeau de marbre froid et de vérités amères. Entre ces murs, la loi avait tracé une ligne permanente dans le sable. 5 ans, 300 mètres. C'était la distance que Margaret Louise Miller était désormais légalement tenue de maintenir entre son venin et l'âme de ma fille. Je l'ai regardée pendant que les officiers de justice l'escortaient. Elle n'a pas crié, ni ne s'est débattue. Une femme de son rang ne rêverait pas d'une telle démonstration vulgaire en public. Elle a simplement redressé sa veste Chanel, son mouvement raide et robotique. Mais en passant devant moi, elle a tourné la tête juste assez pour que je voie ses yeux. C'étaient les yeux d'un serpent à sonnette dont les crocs avaient été arrachés, pleins d'une haine silencieuse et concentrée qui promettait que la guerre était loin d'être terminée. Derrière elle, Mike dérivait comme un fantôme, la tête si basse que je ne pouvais voir que le sommet de ses cheveux. C'était un homme qui avait tout perdu, l'héritage de son frère, la confiance de sa belle-sœur et sa propre dignité. Tout ça pour une dette de jeu qu'il ne pourrait jamais vraiment rembourser. Le trajet de retour à notre maison de banlieue, dans la périphérie de Columbus, s'est fait en silence.
La pluie du soir a commencé à tomber, un tapotement doux et rythmé contre le pare-brise, qui ressemblait à des larmes étouffées. Quand nous sommes entrés, l'air de l'appartement semblait différent. Il était plus léger sans les microphones cachés et le lourd linceul de la surveillance de Margaret. Pourtant, il était aussi d'un vide obsédant. L'espace semblait s'être agrandi, les murs s'étirant plus loin, comme pour se moquer de ma solitude soudaine. Abby est allée directement dans sa chambre, mais son rire habituel manquait. J'ai commencé à me déplacer dans la maison avec une énergie frénétique et désespérée. J'ai attrapé un grand sac poubelle noir et j'ai commencé dans le salon. Je me suis dirigé vers le coin où les cadeaux de Mike étaient empilés, les voitures télécommandées coûteuses, les ours en peluche aux yeux de plastique fixe, et les ensembles de Lego lumineux qu'il utilisait comme pot de vin. Je les ai jetés dans le sac un par un. Chaque bruit sourd contre le plastique était un rappel d'un mensonge. J'avais besoin de purger ce sanctuaire. J'avais besoin de frotter l'odeur de menthe et de cigarette au clou de girofle des rideaux jusqu'à ce que seule l'odeur de la maison reste. Au moment où j'ai fini, mes mains tremblaient et ma respiration était saccadée et irrégulière. J'étais sergent d'état-major, j'avais mené des troupes à travers des tempêtes de sable et des tirs de mortier. Pourtant, nettoyer la salle de jeu d'un enfant me semblait la mission la plus difficile que j'ai jamais entreprise. J'ai réalisé alors que l'obstacle était bien le chemin. La douleur de cet isolement était le prix de notre liberté. Plus tard dans la nuit, la maison était submergée d'une obscurité épaisse et veloutée. Je dérivais vers le sommeil quand j'ai senti un petit poids se presser contre mon côté. Abby s'est glissée sous ma couette, son petit corps frissonnant malgré la chaleur de la maison. Elle s'est accrochée à moi comme si j'étais la seule chose solide qui restait dans un monde fait de fumée. « Maman » a-t-elle murmuré, sa voix épaisse de larmes non versées. Est-ce que grand-mère et oncle Mike sont de mauvaises personnes? La question m'a semblé une baïonnette dans la poitrine. Comment expliquer les complexités de la cupidité et du traumatisme générationnel à une fillette de 8 ans? Je lui ai caressé les cheveux, en fixant le plafond, où les ombres des chaînes de l'extérieur dansaient comme des monstres. Ils ne sont pas entièrement mauvais, ma chérie, ai-je dit, en choisissant mes mots avec la précision d'un tireur d'élite. Mais ils ont laissé de mauvaises pensées les mener sur un chemin sombre. Parfois, les gens se perdent tellement dans leur propre égoïsme qu'ils oublient comment aimer de la bonne manière. Pour te garder en sécurité. Nous devons rester à l'écart de cette obscurité. Nous devons être notre propre lumière. Abby a fini par s'endormir d'un sommeil agité, sa respiration s'égalisant enfin contre mon épaule. Moi, cependant, je suis resté bien éveillé. Je suis sorti du lit et je suis allé dans la cuisine, me servant un verre de cabernet. C'était du vin bon marché de l'épicerie locale, acide et âpre, mais j'avais besoin de quelque chose pour m'ancrer. Je me suis assise par terre devant la cheminée, en regardant la photo encadrée de David. Il avait l'air si jeune dans son uniforme de capitaine, ses yeux remplis d'un espoir vif et simple pour un avenir que nous ne partagerions jamais. « Je suis désolé, David » ai-je murmuré à la pièce vide. Ma voix était un murmure creux qui a à peine brisé le silence. J'ai dû le faire. J'ai dû bannir ta mère et ton frère. J'ai dû déchirer ta famille pour sauver notre fille. J'ai brisé la chose même que tu m'as demandé de protéger. Les larmes sont finalement venues alors, chaudes, silencieuses et amères. J'avais gagné la bataille juridique, j'avais obtenu l'ordonnance restrictive et gardé ma fille à mes côtés. Mais alors que j'étais assise là, dans le noir, serrant la photo d'un homme mort, j'ai réalisé que la victoire avait un goût de cendre. J'avais sauvé l'enfant, mais en le faisant, j'étais devenu une île. Le silence de la maison était ma nouvelle réalité, une ligne de front silencieuse, où le seul soldat encore debout était une veuve au cœur brisé, avec un verre de vin bon marché. Le coup de la paix était un isolement total. Et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas sûr d'être assez forte pour le payer. La saison des pluies en Ohio a une façon de transformer le monde en un reflet gris et flou de lui-même. Pendant 7 jours, le ciel au-dessus de notre petite rue de banlieue est resté une toile lourde et pleurante. À l'intérieur, le silence n'était plus un sanctuaire, il était devenu un rappel du vide laissé derrière soi lorsqu'on extirpe une tumeur de sa vie. J'ai passé mes soirées à fixer les espaces vides sur les étagères où les mensonges de Mike reposaient autrefois, me demandant si une maison pouvait jamais être vraiment propre, une fois qu'elle avait été hantée. Le 8e jour, l'averse est devenue torrentielle. J'étais debout près de la fenêtre de la cuisine, serrant une tasse de café noir, quand je l'ai vu. Une silhouette solitaire se tenait de l'autre côté de l'asphalte, une ombre contre les rideaux gris de la pluie. C'était Mike.
Il ne portait pas de veste ni ne tenait de parapluie. Il se tenait juste là, trempé jusqu'aux os, les épaules voûtées contre le vent. Il n'a pas bougé, n'a pas fait de signe. Plus important encore, il n'a pas traversé la rue. Il est resté à exactement 305 mètres, honorant la limite que le tribunal avait gravée entre nous, avec une dévotion qui frisait le religieux. Il se tenait comme un centenaire de sa propre culpabilité, une statue vivante de pénitence. Abby s'est approchée de moi, sa petite main posée sur le rebord de la fenêtre. Elle a regardé l'homme de l'autre côté de la rue, le front plissé de cette manière qu'elle a hérité de David. « Maman » a-t-elle murmuré, sa voix épaisse de la miséricorde simple d'un enfant. Oncle Mike est tout mouillé. Il va tomber malade, n'est-ce pas? J'ai senti la carapace de fer autour de mon cœur se fissurer. Dans l'armée, on nous apprend que la pitié est un luxe qu'on ne peut pas se permettre sur les lignes de front. Mais en regardant les yeux de ma fille, j'ai réalisé que pour elle, Mike n'était pas un traître ou un mercenaire, il était juste l'oncle qui jouait au Lego et la faisait rire. Sa capacité à aimer était la chose même que je me battais pour protéger. Et pourtant, c'était la chose même qui me forçait à reconsidérer mon périmètre de défense. « Va finir tes devoirs, ma chérie », ai-je dit doucement. Une fois qu'elle fut partie, j'ai enfilé mon imperméable et je suis sorti à la boîte aux lettres. Je n'ai pas regardé de l'autre côté de la rue, je ne lui ai pas donné la satisfaction d'un regard. À l'intérieur de la boîte métallique, glissée derrière un coupon pour une pizzeria locale, se trouvait une enveloppe lourde et trempée. Il n'y avait pas d'argent à l'intérieur, pas de supplication désespérée pour un prêt. Au lieu de cela, c'était une pile de documents juridiques. Je me suis appuyé contre la boîte aux lettres, la pluie tambourinant contre ma capuche alors que je feuilletais les pages. Mike avait déposé une renonciation volontaire et irrévocable à son droit de gérer ou d'influencer le fonds fiduciaire d'Abby. Il avait transféré tout le contrôle à une société tierce indépendante, se coupant de la fortune des Miller pour toujours. Il y avait une note manuscrite en bas, l'encre saignant sur le papier humide. Je suis clean maintenant, mais j'ai commencé le programme. Je l'ai coupé. L'argent, l'influence, tout ça. Je travaille dans un entrepôt à Grove City. Je ne demande pas ton pardon. J'essaie juste de devenir un homme dont David n'aurait pas honte d'appeler son frère. J'ai regardé de l'autre côté de la rue. Mike était toujours là, frissonnant, le visage pâle et hagard. Il ressemblait à un homme qui avait finalement touché le fond, et avait décidé d'arrêter de creuser. J'ai pris une profonde inspiration, l'air froid remplissant mes poumons d'une clarté soudaine et vive. Le ressentiment, j'ai réalisé, c'était comme boire du poison et espérer qu'il tuerait vos ennemis. J'en avais marre du goût du poison. J'ai attrapé un grand parapluie noir sur le porche et j'ai marché jusqu'au bout de l'allée. Je n'ai pas traversé de son côté, mais je me suis tenu là où il pouvait me voir. « Rentre chez toi, Mike » ai-je crié par-dessus le rugissement de la pluie. Il a levé les yeux, surpris, ses yeux rouges et creux. Il a commencé à se détourner, la tête baissée de défaite. « Rentre chez toi » ai-je répété, ma voix stable et autoritaire. « Mets-toi au sec et reviens ici à 17h demain soir pour le dîner. Ne sois pas une minute en retard. » Mike s'est figé. Il m'a regardé de nouveau, la bouche légèrement ouverte, comme s'il était témoin d'un miracle qu'il ne méritait pas. « Mais tu es sérieuse? Tu me donnes une chance ?» J'ai resserré ma prise sur le parapluie. « Ce n'est pas une seconde chance, Mike. C'est une probation. Tu veux être l'oncle d'Abby? Tu le mérites chaque jour. Tu fourniras un compte rendu hebdomadaire de ta sobriété et de ton emploi. Tu seras honnête sur tout. Un mensonge de plus, une seule petite tromperie. Et tu sors de nos vies pour toujours. Me suis-je bien fait comprendre? Crystal, a-t-il étouffé, un sanglot traversant sa voix. Le soir suivant, la sonnette a retenti à 16h55 précise. Mike était là, les cheveux bien peignés, vêtu d'une simple chemise en flanelle et d'un jean qui semblait avoir été lavé 10 fois. Il n'apportait pas de cadeau coûteux cette fois. Il tenait un petit ensemble de Lego basique, du genre qu'on achète à la pharmacie pour 10 €. Je l'ai acheté avec mon premier salaire, a-t-il dit, sa voix calme. De l'entrepôt. Le dîner fut une affaire tranquille. Nous avons eu un simple pain de viande et de la purée, le genre de repas que Margaret Miller aurait méprisé. L'atmosphère était épaisse d'une tension hésitante et fragile, mais Abby ne semblait pas le remarquer. Elle a jacassé sur son projet de science,
sa voix remplissant les blancs de notre conversation comme de la feuille d'or dans une vase fissurée. J'ai observé Mike pendant qu'il l'écoutait. Il n'avait plus l'air d'un pion ou d'un lâche. Il avait l'air d'un homme qui apprenait enfin le poids de sa propre peau. Il a ri à l'une de ses blagues, un son authentique et léger que je n'avais pas entendu de sa part depuis des années. Il n'était pas l'oncle Mike qui mettait le monde à ses pieds. Il était l'oncle qui était prêt à construire une petite tour en plastique par terre, et à écouter ses rêves. Le pont du pardon n'a pas été construit en une seule nuit. C'était à peine une seule planche posée sur un vaste gouffre sombre. Mais alors que j'étais assise là à les regarder, j'ai réalisé que les graines de la rédemption avaient enfin trouvé un sol honnête. Le pardon, ce n'est pas d'oublier la trahison, c'est de choisir de ne pas laisser cette trahison définir votre avenir. Ce soir, nous n'étions pas une famille brisée, nous étions un travail en cours. 6 mois ont passé depuis que la tempête a éclaté, et le soleil du matin en Ohio ressemble enfin à une bénédiction plutôt qu'à un projecteur. J'ai décidé de vendre l'ancien appartement, l'endroit où les murs semblaient encore murmurer des échos de microphones cachés et de l'odeur froide de l'arrogance de Margaret. Nous avons emballé nos vies dans quelques dizaines de boîtes et nous avons déménagé dans une petite maison de 2 chambres, en périphérie de la ville, à seulement 10 minutes des portes de la base militaire. Ici, l'herbe est d'un vert émeraude vibrant, et il y a assez de place dans le jardin pour qu'Abby puisse courir jusqu'à ce que ses poumons soient pleins d'air pur. Nos voisins sont des familles de militaires, des gens qui comprennent qu'un uniforme n'est pas un costume, et qu'un déploiement n'est pas juste un voyage d'affaires. Il n'y a plus de regards indiscrets ni de jugements murmurés des cercles d'élite de Peur Arlington. À la place, il y a des hochements de tête respectueux par-dessus la clôture, et le silence partagé de gens qui connaissent le vrai coût de la liberté. Le jour où nous avons emménagé, j'ai accroché une simple plaque en bois au-dessus de la porte d'entrée. Il est écrit « Foyer des libres grâce aux courageux ». Chaque fois que je la regarde, je ressens une vague de fierté tranquille et inébranlable. Mike a tenu parole. Il est resté dans le programme, a assisté à chaque session, et a pris le chemin le plus difficile qu'il pouvait trouver. Il n'a pas demandé de prêt ni d'aide. Il a trouvé du travail dans une scierie locale à Grove City, a troqué ses costumes de créateur contre des bottes de travail robustes, et a passé ses journées à transporter du bois jusqu'à ce que ses mains soient calleuses et que son dos soit endolori. Il vient tous les samedis après-midi. Il n'apporte plus d'électronique coûteuse ni de bijoux. À la place, il apporte son temps. Je les regarde depuis la fenêtre de la cuisine, Mike et Abby dans le jardin. Il lui apprend à tenir une batte de baseball, sa voix patiente et stable. Quand elle frappe enfin la balle, ses acclamations sont plus fortes que celles de quiconque dans la rue. Parfois, quand il s'agenouille pour l'aider à ajuster son casque ou à lasser ses baskets, je vois un fantôme dans sa façon de bouger. Je vois une lueur de David dans la courbe de son sourire, et dans la manière protectrice dont il se tient au-dessus d'elle. Mike n'essaie pas de remplacer mon mari, et il sait qu'il ne le pourrait jamais. Mais il devient enfin l'homme que David a toujours cru qu'il pouvait être. Un homme de parole, un homme de caractère, et un véritable oncle. Dans les couloirs dorés de Peur Arlington, les nouvelles sont beaucoup plus froides. Margaret Miller vit seule dans ce manoir tentaculaire, une reine sans royaume. Le scandale du dossier bleu et de l'ordonnance restrictive ne s'est pas arrêté au tribunal, il s'est répandu dans les journaux locaux et les potins du country club. Les femmes de l'élite, qui se disputaient autrefois une invitation à son gala de Noël, lui ont tourné le dos, terrifiées d'être ternies par le scandale Hartman. J'ai entendu dire par une connaissance commune qu'elle change de femme de ménage toutes les 2 semaines, personne ne supporte la langue acide d'une femme qui a tout mais n'aime rien. Elle a des millions d'euros en banque, mais elle dîne dans une salle à manger qui peut accueillir 30 personnes et qui reste pourtant complètement silencieuse. Elle a construit une prison de sa propre arrogance, et maintenant elle en est la seule détenue. Son argent n'a pas pu lui acheter une place à notre table, et il ne pouvait certainement pas lui acheter une place dans le cœur d'Abby. Aujourd'hui, c'est un matin d'or et d'émeraude. C'est le jour de la cérémonie annuelle de remise des badges des éclaireuses, et le centre communautaire local est bondé de familles. Je suis debout au premier rang, en uniforme de cérémonie, ma posture parfaite et mon cœur martelant contre mes côtes d'une joie que je n'ai pas ressentie depuis des années. Abby se tient sur scène, son petit visage rayonnant de confiance. Ce n'est plus la petite fille effrayée qui se cachait derrière mes jambes au centre commercial, c'est une leader. Lorsque le chef de troupe l'appelle pour recevoir son premier badge, pour le « courage et la confiance », Abby s'avance et fait un salut militaire impeccable qu'elle pratique depuis des semaines. La foule éclate en applaudissements. À côté de moi, Mike tient son téléphone, filmant chaque seconde.
Je peux voir l'humidité dans ses yeux, l'émotion brute d'un homme qui a réalisé que les choses les plus précieuses de la vie ne viennent pas dans une boîte Chanel. Nous avons survécu à l'hiver. Nous avons combattu les monstres, à la fois dans l'ombre et dans notre propre lignée. En sortant du centre et en entrant dans le printemps lumineux de l'Ohio, Abby attrape ma main et celle de Mike, balançant ses bras entre nous. Je lève les yeux vers le ciel, sentant la chaleur sur mon visage. La famille, j'ai réalisé, ce n'est pas seulement le sang qui coule dans vos veines. Ce sont les gens qui sont prêts à se tenir dans l'arène avec vous quand le monde vous jette des pierres. Ce sont les gens qui se battent pour vous quand vous êtes fatigué, et les gens qui vous aiment assez pour vous dire la vérité. Nous sommes une nouvelle unité maintenant, un autre type de déploiement. Et alors que nous nous dirigeons vers notre petite maison près de la base, je sais que pour la première fois depuis très longtemps, nous sommes enfin vraiment chez nous. Un an s'est écoulé depuis que le dossier Céruléen a été clos, et que les ordonnances restrictives ont été signées. Aujourd'hui, l'air de la base aérienne de Wright-Patterson porte une charge électrique vive. Je me tiens sur la scène en acajou de l'auditorium, mes bottes polies jusqu'à un éclat miroir, ma posture aussi rigide que les poutres d'acier qui soutiennent le hangar. La fanfare vient de terminer les dernières notes de l'hymne national, et un silence lourd et respectueux remplit la salle. Aujourd'hui, c'est ma cérémonie de promotion. L'officier commandant s'avance, son visage une carte de décennie de service. Il détache l'ancien grade de mes épaules et le remplace par les 3 chevrons et les 3 roqueurs d'un sergent-major. C'est un poids que je porte dans mon âme depuis des années, mais sentir la médaille physique sur mon uniforme le rend réel. Ce n'est pas seulement une étape militaire, c'est une victoire pour chaque nuit où j'ai jonglé entre un fusil et un sac à langer. C'est un témoignage d'une femme qui a refusé que les décombres de sa famille deviennent sa destination. Je regarde vers le premier rang. Il n'y a pas de tailleur Chanel dans le public, pas de perles, pas de regard froid, pas d'avocat en costume à 3000 €. À la place, je vois Abby, les yeux écarquillés d'un mélange d'admiration et d'amour. À côté d'elle, Mike est assis, l'air plus sain que je ne l'ai jamais vu. Il porte une simple chemise à boutons et un sourire tranquille de fierté sincère. Ils sont mon unité. Ils sont les survivants de la tempête. Je m'avance vers le pupitre. Dans l'armée, on nous apprend à faire des discours courts et à être clairs dans nos intentions. Je regarde la mer d'uniforme, de jeunes hommes et femmes qui commencent tout juste leur parcours, et je décide de parler du cœur d'une mère. Il y a un mythe courant dans notre société, je commence, ma voix projetée avec la clarté d'un instructeur de forage et la chaleur d'un parent. Les gens disent qu'une femme ne peut pas tout avoir. Ils disent qu'on ne peut pas servir son pays avec excellence tout en servant ses enfants avec dévouement. Ils disent que l'armée n'est pas un endroit pour une mère. Je me tiens devant vous aujourd'hui, en tant que sergent-major Maisy Barnes. Pour vous dire qu'ils ont tort. Nous ne nous battons pas malgré nos enfants, nous nous battons à cause d'eux. Nous endurons la boue, le sable et le silence du déploiement pour que nos enfants puissent dormir dans des maisons où le seul son est le vent dans les arbres. La maternité n'est pas une distraction du devoir, c'est la motivation ultime. L'amour est le plus grand multiplicateur de force que nous ayons. L'ovation qui suit n'est pas les applaudissements polis d'un gala social. C'est un rugissement tonitruant, un battement rythmique de paumes qui fait trembler le plancher même. Je vois plusieurs jeunes femmes soldats au fond, le visage humide de larmes, hochant la tête en une reconnaissance silencieuse d'une vérité qu'elles ont enfin entendue à voix haute. Après la cérémonie, l'auditorium se vide, ne laissant que nous 3 dans la lumière déclinante. Abby monte les marches en courant et me serre la taille, enfouissant son visage dans l'amidon de mon uniforme. Je la soulève, sentant son poids solide et précieux. J'enlève ma casquette de service, celle avec l'aigle argenté, et je la pose sur sa tête. Elle est bien trop grande, glissant jusqu'à ses sourcils, mais elle se tient droite, le menton rentré, une imitation parfaite d'un soldat. « Maman », dit-elle, sa voix sonnant d'un nouveau genre d'acier. « Quand je serai grande, je veux être comme toi. Je veux être un soldat. » Je m'agenouille jusqu'à ce que nous soyons à la même hauteur, ajustant la casquette pour qu'elle puisse voir le monde clairement. « Non, Abby, dis-je, ma voix un murmure doux et féroce. Ne sois pas comme moi. Sois meilleure que moi. Sois plus forte que je ne l'ai jamais été. Sois plus intelligente, plus gentille. Et ne laisse jamais personne te dire que ta valeur est écrite dans un grand livre de banque. Je ne t'ai pas laissé un fonds fiduciaire d'1 million €. Ni un manoir sur une colline. Je te laisse quelque chose de bien plus permanent. Je te laisse l'héritage de ton propre nom.
Je te laisse la connaissance que tu es une Barnes, et nous ne nous brisons pas. Elle hoche la tête, une compréhension solennelle passant entre nous qui transcende ces 9 années de vie. J'ai réalisé alors que j'avais réussi à défendre la seule forteresse qui comptait vraiment. Margaret Miller avait essayé d'acheter l'avenir de ma fille, mais j'avais donné à Abby quelque chose qui ne pourrait jamais être saisi par un tribunal, ni vendu par un lâche, son propre respect de soi. Nous quittons la base alors que le soleil entame sa lente descente, peignant le ciel de l'Ohio de violet meurtri et d'orange brûlant. Mike est au volant, fredonnant une douce mélodie, tandis qu'Abby chante avec la radio à l'arrière. Je suis assise du côté passager, regardant le drapeau américain à la porte principale flotter dans le rétroviseur. La route est longue et il y aura d'autres batailles. Il y aura des nuits de doute et des jours de lutte. Mais en regardant mon reflet dans la vitre, je ne vois pas une victime, ni une veuve en deuil, ni une femme définie par une trahison. Je suis le sergent-major Maisie Barnes. Je suis une mère. Je suis une guerrière. Et j'ai ramené ma famille à la maison, pour de bon. L'optimisme perpétuel n'est pas juste une phrase, c'est mon armure. Et ce soir, pour la première fois de ma vie, l'armure me semble légère. Alors que je me tiens ici aujourd'hui, la plus grande leçon que j'ai apprise ne concerne pas les tactiques de champ de bataille, mais l'architecture d'une âme résiliente. La vie testera votre périmètre. Et parfois, la brèche vient de ceux en qui vous aviez le plus confiance. Mais souvenez-vous de ceci, votre valeur n'est jamais définie par le compte en banque de quelqu'un d'autre, ni par leur perception étroite de votre valeur. La vraie richesse se trouve dans l'intégrité, dans le courage de fixer des limites fermes, et dans l'amour inébranlable que nous donnons à nos enfants. Construisez votre vie sur le socle de la vérité. Car si les mensonges peuvent sprinter, la vérité court toujours le marathon. Merci d'avoir parcouru cette longue et difficile route avec Abby et moi. Votre présence dans cette arène signifie plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Si cette histoire a touché votre cœur ou vous a rappelé votre propre force, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à notre chaîne pour rejoindre notre communauté grandissante de guerriers. Je veux entendre votre voix. Que signifie la famille pour vous, après tout ce dont nous avons été témoins? Partagez vos pensées ou tapez simplement « Vraie force » dans les commentaires ci-dessous pour vous tenir à nos côtés. Ensemble, nous prouvons que personne ne peut briser un cœur construit sur l'honneur.